Lundi, c'était la journée de la biodiversité. L'idée était de lancer une toute nouvelle plateforme qui mette en commun toutes les collections des différents jardins botaniques et arboretums de notre pays. Parmi les 25 lieux, le jardin botanique de Meysse et son biologiste et chargé de communication nous a rejoint dans ce studio. Bonjour Franck Idveji, je prononce bien ? Oui, c'est très bien. Okay. Bonjour. Une marche a été organisée aussi à Bruxelles dimanche, la première du genre. Ça veut dire qu'il est plus que temps aujourd'hui de sensibiliser le public à la biodiversité ? Vous le rappelez quasiment tous les jours dans vos émissions, donc c'est pas un scoop et c'est pas une nouveauté. Donc oui, la préservation de la biodiversité est un élément essentiel. Il n'est jamais trop tard pour commencer, mais il est grand temps. Vous représentez, on le disait, le jardin botanique de Meysse. C'est un jardin qui possède une énorme collection, je crois la plus grosse collection de Belgique, si je ne me trompe pas. C'est effectivement le plus grand jardin botanique. D'abord, c'est pas le seul, mais c'est le plus grand jardin botanique du royaume, on va dire. Donc ça fait 92 hectares et nous avons des collections impressionnantes, des herbiers, des plantes dans nos serres, à l'extérieur. Voilà, et tout ça est accessible. Une grande partie est accessible au public. Vous avez à peu près 25 000 espèces et plus de 80 000 plantes. Plus de 80 000 individus, on dit. Alors, ça, c'est ce qui concerne en fait la nouvelle plateforme. C'est la plateforme en question. Vous en avez beaucoup quand même. Oui, on a 20 000 espèces de plantes rien qu'au jardin botanique de Meysse. Donc, soit dans nos collections extérieures, soit dans nos serres. Donc, ça, dans les serres, c'est les plantes qui ne résistent pas à notre hiver, donc les plantes tropicales. Mais en ce qui concerne la plateforme, donc cette nouvelle plateforme qu'on met en ligne, donc Botanical Collection, ça rassemble en fait l'ensemble des plantes vivantes des différents jardins botaniques de Belgique et des arboretums. C'est ça, mais vous êtes à l'initiative de cette plateforme, vous, le jardin de Meysse. Exactement, on est un peu le meneur de cette opération. Oui, alors moi j'ai été consultée évidemment, la plateforme elle est intéressante, on rappelle, c'est Botanical Collection au pluriel.be. C'est une forme de base de données, on peut aller chercher les informations, mais c'est accessible à tout le monde, c'est ça qui est génial aussi. Voilà, c'est accessible au départ. C'est pas que pour les scientifiques. Non, au départ c'est vrai que c'est intéressant pour les jardins botaniques et les arboretums qui peuvent mettre ensemble leurs collections et pouvoir effectuer des échanges, par exemple. Mais voilà, c'est aussi intéressant pour le grand public, pour les personnes qui s'intéressent à l'horticulture. Il y a aussi des variétés horticoles que les jardins et que les arboretums ont. Et donc, quelqu'un qui, par exemple, se dit, tiens, Rosa canina, où puis-je voir Rosa canina en Belgique ? En tapant Rosa canina, on verra qu'il y en a au jardin botanique de Meysse, il y en a probablement au jardin Massard et dans différents arboretums. Et donc, on peut aller récupérer les graines. Alors, évidemment, c'est une documentation qui est capitale pour le futur, pour notre futur à toutes et à tous, évidemment. C'est même inestimable pour la recherche, on peut dire ça aujourd'hui. Ça veut dire qu'on peut faire revivre des espèces. À partir des graines, vous parlez Donc, des espèces éventuellement disparues. Oui, en fait, on est par exemple à l'initiative d'un projet de... Oui, on va dire résurrection d'une espèce qui avait disparu de Belgique, qui est le brome des Ardennes. Donc, il se fait que cette espèce a disparu dans les années 1920-1930. Les botanistes ont documenté cette disparition de manière triste, on va dire. Et il se fait que dans les jardins botaniques à Liège et à Bruxelles, on avait des graines en réserve, je dirais, dans notre banque de graines. Et donc, il y a une quinzaine d'années, on a émis l'idée, mais est-ce qu'on ne tenterait pas un projet de réintroduction de l'espèce en Belgique, puisqu'en plus c'était une espèce qui n'existait qu'en Belgique, endémique. Donc on avait une responsabilité plus grande que les autres, on va dire. Et donc on a mené des tests. Les graines étaient vivantes, on les a multipliées et on a pu ainsi faire un projet de réintroduction du côté de Ciney. Maintenant, l'espèce qui avait disparu de Belgique est à nouveau présente. Alors ça s'est fait évidemment avec des acteurs comme le DNF, qui est les eaux et forêts wallonnes, etc. Donc Et ça profite aussi à plein d'autres espèces, parce qu'une espèce qui est réintroduite, c'est un équilibre qui est remis à jour. Et donc, c'est des espèces, ici, c'est une herbacée. Donc ça profitera aussi à des oiseaux comme l'alouette des champs ou le brun-emproyé. C'est tout un effet. Ça fait un effet boule de neige, je dirais, dans l'ensemble de l'écosystème et à tout niveau.
Et d'autant plus aussi avec les enjeux climatiques aujourd'hui, ça veut dire quoi? Que des espèces peut-être qui ne seraient plus très bien dans leur habitat au départ pourraient être réintroduites ailleurs, ou on pourrait travailler sur tout ça? Oui, mais par exemple, en fait, au niveau climatique, on s'attend à ce que les espèces que l'on dit boréales, qui poussent par exemple dans les Hauts-de-Fagne, 600, 700 mètres d'altitude, on s'attend avec... estimons 2-3 degrés en plus, il y a certaines espèces qui vont probablement disparaître. Donc là où on a une responsabilité aussi de se dire, bon, est-ce qu'on ne préserverait pas des graines ou des plantes de cette espèce, voilà, pour éventuellement pouvoir les réintroduire si le milieu redevenait... voilà, donc oui, effectivement. Et ça peut rester vivant combien de temps, une graine? Alors, les graines peuvent rester vivantes un certain nombre d'années. Alors, tout dépend de la manière dont on les conserve. Oui. Donc, il faut d'abord les déshydrater. Et puis, soit on les conserve à une température d'environ 15 degrés. Et là, c'est le délai de conservation, c'est à peu près une dizaine d'années. Mais si on les congèle à moins 20 degrés, à ce moment-là, on peut les conserver des dizaines d'années, voire quelques centaines d'années. Ça veut dire que c'est un peu comme une bibliothèque? C'est une bibliothèque, on appelle ça une banque de graines. Pour nous, c'est notre coffre-fort assurance vie pour le futur. Voilà. Alors, on le disait, 25 000 espèces grâce à cette plateforme sur 300 000 de par le monde. Ça veut dire que la prochaine étape, ça pourrait être aussi un échange avec les autres arboretums et jardins botaniques du monde entier? Alors ça, c'est mon rêve, en tout cas. Un de mes rêves, c'est de pouvoir se dire que ce qui est fait ici en Belgique, c'est un peu une première. Mais ce qui serait vraiment intéressant, c'est de pouvoir faire une plateforme avec, je dirais, l'ensemble des jardins botaniques et arboretums, on va dire, pour pouvoir justement savoir quel est le niveau de conservation des plantes que nous avons, quelles sont les espèces que nous avons dans nos collections, et de pouvoir se dire, voilà, on a telle espèce, mais il nous manque, entre guillemets, des espèces prioritaires pour le futur, et de pouvoir se dire, voilà, on va faire un focus et on va mettre l'énergie pour acquérir, pour conserver des espèces que nous n'avons pas encore en collection, mais qui seraient prioritaires par rapport à tous les dérèglements climatiques et de biodiversité que l'on connaît aujourd'hui. En même temps, on est un petit pays, mais je trouve qu'on a beaucoup d'espèces par rapport au monde. Tout à fait. Parce que 25 000 sur 300 000, c'est beaucoup quand même. On n'a pas à rougir, je dirais, de la capacité de la Belgique à pouvoir conserver. Voilà, et en multipliant par le nombre de jardins botaniques, je n'ai pas le chiffre, mais bon, voilà, c'est quand même assez conséquent le nombre d'espèces que l'on protège, mais il y en a certainement toute une série qui serait intéressant d'avoir également dans nos collections. Par rapport au dérèglement climatique, justement, vous parliez de ces espèces boréales qui pourraient disparaître. Alors, si les changements climatiques se font sur longtemps, évidemment, les espèces s'adaptent. Là, ça ne serait pas le cas puisqu'on serait sur une durée plus réduite. Est-ce qu'on peut imaginer, pour quelque part les remplacer, mettre des espèces qui vivent actuellement plus au sud de l'Europe, par exemple? Mais ce qui va se passer, c'est que il va y avoir des espèces qui vont disparaître, probablement, les espèces boréales. Le milieu va se réchauffer et progressivement, d'autres espèces vont apparaître. Déjà actuellement, au niveau des plantes, mais surtout des insectes, on voit des espèces du sud qui remontent progressivement. Donc, pour certaines espèces, ça va être possible. Voilà. Alors pour d'autres espèces qui n'ont pas cette capacité de voyager, d'évolution, alors là, à ce moment-là, peut-être qu'il faudra se dire, si on veut les préserver, effectivement, il faudra les multiplier et les réimplanter dans le milieu. Alors, il y a des espèces, j'imagine, qui sont peut-être plus importantes que d'autres, dans le sens où elles nous nourrissent. Est-ce qu'il y a une attention particulière justement liée à ces espèces? Oui, au jardin botanique, en fait, on a quelques spécialités, parce qu'on n'étudie pas toutes les plantes des quatre coins du monde, mais on a la spécialité, c'est les caféiers, les bananiers et alors les fabacées, donc les haricots sauvages. Ouais. Et donc, on mène pas mal d'expériences aussi en collaboration avec des universités pour voir quelle est la capacité d'adaptation de ces plantes face aux perturbations climatiques. Donc, notamment, il y a eu des expériences avec des haricots sauvages, puisque nous, c'est plutôt le côté des plantes qu'on trouve dans la nature, de voir si on les met dans des milieux très secs et avec ou pas beaucoup d'eau, de voir comment elles réagissent. Et certaines plantes réagissent mieux que d'autres, et on peut se dire, celles-là, face au changement climatique, elles ont un potentiel. Et donc, peut-être qu'il sera intéressant de croiser ou de faire des croisements avec des espèces actuelles que l'on cultive, pour pouvoir
intégrer ce caractère résistant, ce gène de résistance face aux perturbations climatiques. Comme quoi cette plateforme est vraiment très très précieuse. Vous proposez aussi des scans de spécimens d'herbiers. Voilà, ça c'est la deuxième partie de la plateforme. En fait, c'est même la première partie qu'on a mis en place avant, qui est les scans d'herbiers. Donc au Jardin botanique, on a à peu près 4 millions de planches d'herbiers. Et sur ces 4 millions, il y en a 3 millions qui ont été scannés. Et puis le travail se poursuit. Et l'intérêt de les scanner et de les mettre en ligne, c'est de pouvoir ici aussi les rendre disponibles à tous, aux 4 coins du monde, et ce qui permet d'éviter que, par exemple, auparavant, il y avait des chercheurs qui avaient besoin de planches d'herbier parce qu'ils étudiaient ces plantes-là. Donc, on devait les envoyer avec le risque que ça se dégrade ou que ça n'arrive jamais. Ici, en fait, avec les scans, on reste chez soi en Australie ou en Nouvelle-Zélande, on ne doit pas se déplacer, et on peut zoomer, ce sont des scans en très haute résolution, et voir les détails de l'herbier. Et ça peut aider pour les projets scolaires aussi. Hein. Tout à fait. Alors oui, tout ça peut aider. Et vous vous souvenez de votre herbier? Sont téléchargeables. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, Franck Edwige, d'être venu pour nous expliquer donc, ce projet. Et puis, quand ça deviendra peut-être au niveau mondial, vous reviendrez pour nous en parler. Avec plaisir. Merci beaucoup.